Et voilà, on se retrouve maintenant sur le plateau de Parole Directe, votre émission politique que vous pouvez suivre également en direct sur notre site tf1news.fr. Et notre invité ce soir, c'est François Bayrou, le président du MoDem. C'est une guerre que nous avons amenée et pour conduire cette guerre, il faut une majorité nouvelle et ça ne peut être qu'une majorité centrale. La majorité nouvelle, c'est une majorité du courage. Bonsoir Monsieur Bayrou. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Cette phrase, vous l'avez prononcée lors des universités d'été du MoDem dans le Var. C'était en septembre dernier. Le courage politique, on va en parler tout au long de cette émission. Mais d'abord, l'actualité. Vous le savez, elle a été marquée par le meurtre sauvage de la petite Agnès, une jeune fille de 13 ans qui était lycéenne au Cévenol de Chambon-Lignon. Son assassin présumé, qui était mineur également, avait fait 4 mois de prison pour un viol commis en 2010. Comment faire, Monsieur Bayrou, pour que cela ne se reproduise jamais? En tout cas, il y a une chose frappante, c'est qu'il y a eu dans l'enchaînement de cette affaire, probablement respect des règles juridiques et des expertises. Mais il y a une chose certaine, c'est qu'il y a eu une imprudence, et cette imprudence s'est révélée criminelle, parce que le minimum de bon sens qu'on peut avoir, c'est qu'on ne met pas un jeune homme, un garçon, qui vient de violer une jeune fille avec violence à l'âge de 15 ans, on ne le met pas dans un internat mixte. Est-ce qu'il faut réformer l'ordonnance sur les mineurs ? C'est un internat, et la cocotte minute que souvent les adolescents vivent entre eux, et on ne l'expose pas à la mixité, c'est franchement pas du bon sens. Et on a besoin au minimum de bon sens. Alors, est-ce qu'il faut réformer l'ordonnance du mineur? On l'a réformée combien? 20 et quelques 34. fois 34 fois. 34. Il y a une chose dont je suis certain, c'est que si on regarde le récit de cette affaire, en tout cas tel que les journaux l'ont fait, cette affaire-là, c'est les parents qui ont été obligés de trouver eux-mêmes un établissement pour leurs enfants. Il faudrait au minimum que le juge ait son mot à dire, ou en tout cas prennent une part de responsabilité. Ils ont, c'est vrai, beaucoup de travail, il faut les aider, mais franchement, ça n'est pas une affaire dont on peut dire qu'elle relève seulement de la malchance. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi ? Une nouvelle loi, on annonce une nouvelle loi, la dernière a été votée au mois de juillet de cette année, et elle n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 2013. Alors il faut encore une nouvelle loi. Je vous assure que ce n'est pas des textes qui manquent. Ce qui manque, c'est 1, qu'on les applique, et 2, qu'il y ait les moyens, et 3, qu'il y ait le bon sens nécessaire pour qu'on prenne ses responsabilités. Vous l'avez vu dans notre journal également, Luc Châtel a annoncé la hausse du salaire des enseignants débutants, 2 000 € brut à partir de février 2012. Est-ce que c'est comme ça qu'on va pouvoir compenser les problèmes de l'éducation nationale? Je ne suis pas sûr que ça compense tous les problèmes, mais en tout cas, c'est mieux. Ça ne va pas faire des fortunes, hein, ça va faire 1 600 € net. On ne peut pas dire que ce soit Byzance. Mais en tout cas, c'est mieux, c'est un effort supplémentaire qui a été fait et le gouvernement a raison, pour une fois, de dire que c'est en temps de crise et que ce n'est pas si facile en temps de crise. Et on va accueillir maintenant, je vous le propose, François Bachy, chef du service politique de TF1. Bonsoir. 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 Alors, il s'appelle Anthony Arbona, il est couvreur à Bordeaux, il emploie un apprenti et une secrétaire. Nous l'avions interviewé le 8 novembre dernier dans notre journal et il voudrait bien que l'austérité s'applique aussi à ceux qui la décident et pas seulement aux autres. On écoute sa question. Bonsoir Monsieur Bayrou. On nous parle sans cesse d'augmentation des taxes pour le contribuable français et de plans d'austérité. Ne serait-il pas plus judicieux de penser à faire des économies, notamment sur le train de vie de l'État ? Votre réponse, Monsieur Bayrou? Ça serait plus judicieux, ça sera nécessaire, ça sera indispensable. Et cette économie, elle doit aussi, cette économie sur le train de vie de l'État, elle doit aussi avoir une part d'exemplarité. Et donc, de ce point de vue-là, naturellement, je donne raison à votre auditeur. Mais pourquoi n'avez-vous pas voté alors le texte sur la réduction de 10% des indemnités des parlementaires? Eh bien, c'est le contraire. J'ai, au contraire, refusé de voter le budget qui ne comportait pas cette disposition. Donc, sur un plan plus général, vous trouvez que le plan d'économie qui a été annoncé par Nicolas Sarkozy à la fin octobre ne fait pas la part assez belle aux économies, justement, et simplement aux augmentations de recettes ? On fait un plan tous les mois d'abord, c'est rustine après rustine. Et moi, ma certitude, c'est que ça ne pourra se faire que dans un plan d'ensemble. Et qui comportera en effet des économies, parce qu'il faut commencer par là.
Il y a un grand institut qui, reprenant les travaux de la Cour des comptes, a dit aujourd'hui ou hier que, en réalité, il y avait au moins 80 milliards de dépenses de l'État dont il estimait ou en tout cas de dépenses publiques, dont il estimait qu'elles n'étaient pas justifiées, pas utiles. Moi, je dis, si on faisait seulement le quart de ces économies... Mais dans quel secteur on fait des économies? 20 milliards. Là, c'est dans le secteur de l'État. Oh, c'est très simple. Pour donner des chiffres précis, on dépense actuellement 1050 milliards de dépenses publiques en France. C'est 50 milliards de trop. Et on a des rentrées qui sont inférieures aux dépenses. Il faudra donc mettre 50 milliards de plus de rentrées. Comment on peut les répartir? Il y a 3 grandes séries de dépenses publiques. L'État, la sécurité sociale et les collectivités locales. La proposition que je fais, c'est 20 milliards pour l'État, 20 milliards pour la Sécu, et c'est assez faible parce que la Sécu, c'est plus de 600 milliards de dépenses publiques. Et donc, 20 milliards sur 600 milliards, c'est quelque chose c'est faible, comme... on a du mal à les trouver 3, généralement. 3%. Oui, mais il faudra bien, François Bachy. Ne vous imaginez pas que quelque gouvernement que ce soit, qui que soit l'élu du mois de mai, il n'y a aucune hypothèse qu'il en reste à la situation d'impuissance dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est pourquoi d'ailleurs la politique qu'il va falloir suivre va imposer une démarche politique nouvelle. C'est impossible de faire les réformes qu'il y a à faire, de repartir, comme je le crois nécessaire, sur des bases nouvelles, de traiter l'ensemble des questions qui se posent et que nous allons aborder à 50 contre 50. C'est impossible. Donc, je vous dis avec certitude, puis vous garderez l'enregistrement et vous me le repasserez s'il n'est pas vrai, mais je vous garantis qu'il sera vrai, personne ne pourra en rester à la situation stupide qui fait que le pays est plongé dans l'impuissance parce que la moitié de la France passe son temps à refuser ce que dit l'autre moitié. Ça veut dire un gouvernement d'union nationale, monsieur Bayrou ? En tout cas, ça veut dire un gouvernement d'esprit d'union nationale, avec des gens qui hier appartenaient à des camps différents, qui se reconnaîtront dans un certain nombre de principes, et je vais vous dire le premier pour moi, et qui accepteront de travailler ensemble. Quel est ce premier principe pour moi? C'est très simple. Les problèmes ne viennent pas d'ailleurs, ils viennent de chez nous. Les difficultés que nous rencontrons, le fait que notre éducation va mal, ça ne vient pas de l'Europe, ça ne vient pas du capitalisme dans le monde. Le fait que l'ensemble des indicateurs économiques sont au rouge, ça ne vient pas d'ailleurs, puisque nos voisins, eux, nos voisins allemands, mais pas seulement, nos voisins italiens, par exemple, sont dans une situation meilleure. Donc, il faut d'abord reconnaître cette chose, c'est que c'est nous qui régleront nos problèmes chez nous. C'est de là que viennent les difficultés. Vous parliez de rustine tout à l'heure. Il va y avoir, d'après vous, une autre rustine, un nouveau plan d'économie d'ici l'élection présidentielle? Vous avez entendu ce qu'a dit dans le journal de Laurence Ferrari Nicolas Sarkozy. Pour l'instant, ses propos disaient, enfin si j'ai au moins les oreilles, et Dieu sait que de ce point de vue-là, je ne devrais pas avoir de difficulté. Et donc, si j'ai les oreilles pour entendre, ce qu'il disait, c'est que, évidemment, la contagion de la crise, la contagion de la méfiance à l'intérieur de la zone euro va bientôt toucher la France. Est-ce que vous êtes favorable à la TVA sociale, ou au moins à une augmentation de la TVA? Bon, alors j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont des militants actifs de la TVA sociale, Jean Arthuis en particulier, qui en est le phare. Moi, je ne suis pas convaincu pour l'instant. Je vais vous dire pourquoi. Si on transfère sur la TVA, mettons qu'on augmente, disent certains, j'ai entendu ça à l'UMP, la TVA de 5 points. Eh bien, ça permettra de baisser les charges sociales sur le travail de peut-être, 5%. Mais comme dans le prix du produit, le travail, ça n'est que 20% du prix du produit. Si vous baissez de 5%, vous baissez le prix du produit de 1%. Donc le consommateur. Et je ne crois pas que ça changera les choses. Et deuxièmement, ce que je dis à mes amis, mais peut-être me convaincront-ils, je laisse la discussion ouverte. Ce que je dis à mes amis,
c'est que sur la TVA sociale, ce qu'on entend, l'antienne, l'histoire qu'on raconte à chaque instant, c'est que c'est les produits importés qui paieront la TVA. Je veux faire remarquer modestement que c'est jamais les produits qui paient la TVA, c'est le consommateur. Mais qui fait... C'est celui qui achète qui paie la TVA. Alors au niveau des recettes, justement, vous proposez aussi une augmentation de l'impôt sur le revenu, c'est un point de convergence peut-être avec la gauche, mais vous ne donnez pas le montant des tranches supérieures d'impôt sur le revenu que vous voudriez avoir. C'est que vous n'avez pas bien lu. Dans votre livre, en tout cas, il n'y a pas de montant. Il y a le montant précis, et je vais vous le dire, c'est que la tranche à 41%, qui est actuellement la tranche la plus haute, la tranche marginale de l'impôt, je propose de la porter à 45% et de créer une tranche supplémentaire pour les hauts revenus. Après, il faut fixer le niveau, mais mettons 200 000 euros par an. Je propose qu'il y ait une tranche supplémentaire à 50%. Même s'il y a une pression fiscale très importante en France, où on a la charge fiscale l'une des plus importantes du monde. Il y a une pression fiscale importante. Mais nous avons aussi des services publics. Nous avons aussi une présence de l'État qui est très importante, elle aussi. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait équilibre entre les deux. Pour l'instant, cet équilibre n'est pas trouvé, puisque le pays s'endette et donc, à terme, se met dans une situation insupportable. Mais j'ai 2 phrases encore pour dire l'essentiel sur ce sujet. Allez-y. Voilà. Alors, 2 phrases. On parle de dépenses publiques. On parle de dette. On parle de baisse du pouvoir d'achat. Et ceux qui nous écoutent savent bien ce que ça veut dire pour eux. On parle de chômage. On parle d'absence de soutien des services publics et de l'action de l'État. À tout cela, il y a une cause unique. C'est qu'on ne produit plus en France. Et parce qu'on ne produit plus en France, on est obligé d'aller acheter à l'étranger les produits que nous consommons. Pour des sommes cataclysmiques. Puisque le déficit du commerce extérieur, c'est comme ça en termes savants que ça s'appelle, représente 75 milliards d'euros par an à l'heure actuelle, et 75 milliards d'euros, comme vous êtes fort en calcul mental et que je suis un défenseur du calcul mental, ça veut dire 75 000 millions d'euros des ressources du pays qui s'en vont à l'extérieur. Dans ces conditions, comment vous voulez qu'il y ait du pouvoir d'achat? Comment vous voulez qu'il y ait de l'emploi? Comment voulez-vous qu'il y ait des contributions fiscales? Si on ne s'attaque pas d'abord à la question du produire en France, on sera incapable de relever la situation du pays. Alors on va vous montrer, comme à chaque émission Parole Directe, une photo, Monsieur Bayrou, une photo qui vous montre, on va la découvrir tout de suite en compagnie du président Nicolas Sarkozy. C'était à Bordes, je crois, dans les Pyrénées-Atlantiques en juin 2010, je veux dire, lors d'une visite d'usine. Est-ce que vous avez décidé, Monsieur Bayrou, d'être candidat pour l'élection présidentielle de 2012 ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument que le pays reparte sur des bases nouvelles. Et qu'il est impossible qu'on continue comme ça pendant 5 ans. Si vous prenez la situation du pays, aucun des chapitres qui font le souci des Français ne s'est amélioré en 5 ans. Aucun. Et si vous demandez aux gens, précisément dans leur vie à eux, même sur les problèmes que le gouvernement avait mis en avant, la sécurité, même l'immigration qu'il avait mis en avant, la santé du pays, leur santé économique, ils vous répondront tous qu'aujourd'hui, ils sont plus inquiets qu'ils ne l'étaient il y a 5 ans. Et pourtant, votre campagne que vous annoncez ce soir, elle est vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, pas tout à fait sur la même base qu'en 2007. Vous étiez très anti-Nicolas Sarkozy, et là on le voit dans la photo, il y a une certaine complicité maintenant entre vous. Vraiment, vous tirez des conclusions qui sont hâtives. Vous êtes plus aimable dans votre dernier ouvrage que dans le précédent. Je dis qu'il est plus retenu, il se comporte mieux qu'il ne se comportait dans les 3 premières années du mandat. Donc c'est lui qui a changé et pas vous. J'ai écrit sur lui un livre dont chaque ligne est pour moi justifiée et fondée, c'est abus de pouvoir. Mais il a changé en 5 ans. Il est plus retenu dans ses attitudes. Mais politiquement et sur le fond, qu'est-ce qui est frappant? C'est que il a constamment usé d'une stratégie, d'une manière d'être qui fait dresser constamment les gens les uns contre les autres. Et deuxièmement, il n'a jamais concilié les efforts qu'on demande et la justice qui est nécessaire. Et tous les Français, en tout cas l'immense majorité des Français, pensent et savent que lorsqu'on a demandé des efforts,
eh bien c'est d'habitude aux classes moyennes et aux Français du bas de la pyramide qu'on a demandé des efforts et pas aux plus favorisés parmi eux. Et ces deux choses-là, il n'a pas marié l'effort et la justice. Et d'un autre côté, il a divisé les Français et les adressé les uns contre les autres. C'est, à mon avis, deux raisons profondes pour lesquelles il faut regarder le changement comme nécessaire. Donc pas d'allégeance à Nicolas Sarkozy. D'allégeance à personne. C'est lui que vous voulez affronter au deuxième tour ou c'est François Hollande? Ni aux autres. Puisque vous voulez être au deuxième tour, je pense. Je prendrai ce que les Français donneront. C'est eux qui choisissent et qui font le dessin. Parce que, évidemment, François Hollande est quelqu'un humainement tout à fait sympathique, mais politiquement, François Hollande vient de montrer deux choses qui sont pour moi très très lourdes et pénalisantes. Un, il a choisi un programme qui est impossible. Intenable selon vous? Insoutenable. L'accord avec Europe Écologie Les Verts. J'y viens après, parce que c'est pire encore, mais insoutenable. On ne fera pas 300 000 emplois jeunes sur fonds publics, on ne créera pas 60 à 70 000 postes d'enseignants, on ne fera pas une allocation générale d'autonomie pour les étudiants, on ne reviendra pas à la retraite à 60 ans, tout cela ne se fera pas, ne pourra pas se faire. Et lorsqu'ils ont écrit ce programme, ils le savaient très bien. Et cela dit, il le réajustera au mois de janvier. J'adore, moi. On fait venir 2,5 millions de Français pour voter en disant voilà ce que nous allons faire, voilà ce qui nous engage, dit-on la main sur le cœur, c'est la phrase que François Hollande a prononcée. Et puis ces Français-là, on leur dit 2 mois après, excusez-nous, on ne s'était pas aperçu, il y avait une crise, mesdames et messieurs. Et donc nous allons faire écrire le contraire de ce que nous disions. Pour moi, ça n'est pas loyal. Sur l'accord avec les Verts d'Europe Écologie, c'est plus grave encore? Oui, c'est plus grave, parce que nos institutions, c'est que le projet pour le pays, c'est les Français qui en tranchent. C'est ça que le général de Gaulle a voulu faire avec la Ve République. C'est que un homme expose un projet devant le pays et le pays choisit le projet en même temps qu'il choisit l'homme. Or, ce qui a été fait là, c'est en réalité nier nos institutions puisqu'on remet aux partis, aux négociations de partis, les sujets les plus importants. On parlera peut-être du nucléaire, mais je ne veux pas parler du nucléaire. Est-ce que vous avez lu l'accord PS-Vert? Il y a une ligne, qui n'a été... Non, sur un autre sujet, il y a une ligne qui n'a été remarquée par personne, c'est que cet accord prévoit la suppression du droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire que la seule arme qui permette à la France d'être encore au rang des puissances majeures, cette arme-là, on la supprime, on la gomme, ce qui veut dire pour la France et pour que la France n'aurait pas pu s'opposer à la guerre d'Irak lorsque les États-Unis voulaient que ce fût la guerre des Nations Unies. Eh bien, pour moi, d'abord, c'est un sujet extrêmement discutable. Mais c'est une incroyable légèreté que de faire ça sur un coin de table sans le dire à personne, entre deux négociateurs dont l'expérience a montré qu'ils ne savaient pas toujours ce qu'ils écrivaient. Et il y a donc là quelque chose, pour moi, d'infiniment troublant. Et sur le nucléaire, juste, vous trouvez qu'abandonner 24 réacteurs, c'est abandonner la filière nucléaire? C'est la mettre en danger? Je pense que la question du nucléaire, parce que c'est une industrie risquée, est une question qui doit être traitée en profondeur devant et avec les Français. L'objectif, tout le monde le voit bien, mais c'est un objectif qui viendra dans un demi-siècle peut-être, c'est de remplacer ces énergies de nuisance par des énergies sans nuisance, des énergies renouvelables comme on dit, l'éolien, le photovoltaïque, l'hydrolien, tout le géothermie, toutes ces affaires-là. Mais entre-temps, il faut une transition. Le nucléaire peut être cette énergie de transition à une condition, c'est qu'on soit absolument assuré que l'accident majeur est impossible. Et donc ça veut dire, est-ce que vous êtes capable d'interrompre la réaction nucléaire s'il y a un pépin? Est-ce que vous êtes capable de refroidir? Au Japon, on a interrompu mais on n'a pas refroidi. Deuxièmement, est-ce que vous avez un scénario crédible pour que les déchets ne soient pas pendant 20 000 ans une menace directe pour la planète? François, très vite la question d'internaute. La question d'internaute, trouvez-vous normal que le Front National ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale alors que ce parti fait plus de voix que le vôtre
Ce qui n'est pas vrai à toutes les élections. Ce qui n'est pas vrai à toutes les élections, merci de le dire. La dernière fois, j'ai fait même le double des voix. Mais c'est une question absolument juste. Il est totalement anormal que de grands courants du pays, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, au centre et chez les écologistes, ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale à la mesure de ce qu'ils représentent dans le pays. Et j'assume que même les extrêmes puissent avoir leur place à la tribune. C'est le droit des citoyens que d'envoyer, même si je suis en désaccord avec eux, que d'envoyer des représentants qui s'expriment en leur nom dans tous les débats du pays. Et donc, si l'on veut changer la pratique politique, et il faut la changer sur bien des sujets, il y a une chose très simple à faire, c'est changer la loi électorale pour que ce soit une électorale juste. 25%, il y a 5 ans, vous disiez 50%. Oui, mais je pense, alors c'est un tout petit peu technique, je pense que le mode de scrutin allemand est le bon. Et on peut simplement choisir une plus ou moins grand effet de majorité pour qu'on garde une majorité quand même, à quoi les Français sont attachés et ce que je comprends. Monsieur Bayrou, on va faire le oui-non, c'est la tradition également dans Parole directe. Oui ou non, croyez-vous Jean-François Copé lorsqu'il dit qu'il n'y aura jamais d'alliance électorale entre l'UMP et le Front National? Oui ou non? Moi, je rencontre beaucoup de députés, je les vois, oui non. Et c'est pas du tout la pente vers laquelle ils sont. Je pense que tout ceci sera rebattu, les cartes se trouveront rebattues un jour. Êtes-vous partisan, oui ou non, du vote des étrangers extracommunautaires aux élections locales? Je suis partisan de ce vote aux élections locales parce que la situation qui est créée aujourd'hui est une incroyable absurdité et injustice. Si vous êtes un citoyen bulgare ou un citoyen roumain et que vous êtes en France depuis 6 mois, vous avez le droit de vote, même si vous ne travaillez pas, vous avez le droit de vote. Mais si vous êtes un de nos concitoyens marocains, que vous travaillez en France depuis 20 ans, que vous payez des impôts, que vos enfants vont à l'école, on ne vous reconnaît pas le droit de vote aux élections locales. Mais c'est totalement absurde. Alors je propose un principe qui est simple. En fait, il y a 3 citoyennetés. Il y a la citoyenneté européenne, c'est les Européens qui votent. Il y a la citoyenneté nationale, c'est les citoyens nationaux qui votent. Les grandes élections présidentielles et législatives. Et pour les élections locales, il y a une citoyenneté locale. C'est ceux qui sont en France, et les étrangers qui sont en France depuis 10 ans, mettons, qui paient des impôts, ils sont intégrés dans la cité, eh bien, ils ont le droit de vote aux élections locales. Dernière question assez rapide. Oui, non, êtes-vous favorable au mariage homosexuel? Je suis pour qu'il y ait une union à égalité de droits et de devoirs, passée dans les mêmes conditions devant l'état civil, qui soit dissoute dans les mêmes conditions par un divorce, mais je suis pour qu'elle s'appelle union, parce que pour moi, le mariage, c'est le mariage d'un homme et d'une femme. Et il y a beaucoup de nos concitoyens qui portent cette tradition et cette conviction sur leurs épaules, et il me semble qu'ils ont eux aussi le droit d'être respectés. Égalité de droits, égalité de devoirs, pareil, mais le non respecte cette réalité de la vie, que c'est une union et pas un mariage. Merci beaucoup François Bayrou d'être venu sur TF1 ce soir pour annoncer votre candidature à l'élection présidentielle de 2012. Ma candidature, je l'annoncerai, si vous me le permettez, dans les jours qui viennent. Mais je serai candidat à l'élection présidentielle. Merci, on se retrouve le mois prochain avec François Bachy dans Parole directe, avec Jean-François Copé pour l'EMP. Bonne soirée à tous.